J'ai quelque chose d'important à te dire. J'arrive à un moment dans ma vie où j'ai dû prendre une décision. C'est le pays qui m'a adopté lorsque mon pays d'origine m'a chassé et m'a encore répudié il y a très très peu de temps. Donc je suis très fier d'être français, même si j'ai gardé la double nationalité, ce qui va de soi, hein. Mhm. On ne peut pas être déchu de sa nationalité. Mais je suis fier d'être français dans ce pays qui m'a accueilli, qui m'a aidé, qui m'a permis de reconstruire toute ma vie et qui m'a permis de devenir un écrivain, puisqu'au fond, j'ai écrit tous mes livres en France, voilà. Et donc, ça me paraissait tout à fait normal d'être adopté par le pays qui m'a accueilli, même si, de vous à moi, je ne serai jamais un écrivain français. Hein, je ne serai jamais un écrivain français du style Jean d'Ormesson, par exemple. Vous voyez, une sorte d'écriture assez limpide, académique. J'aurais toujours une langue différente, ce qu'on appelait à l'époque du temps de Rabelais, une langue de haute Grèce, même si j'essaie de dégraisser tout doucement mon, mon, ma langue avec le temps. Voilà, mais bon, on vient toujours d'où on n'est plus de là où on a été. On est là où on est au présent. Voilà. Vous quittez la Belgique, vous quittez le théâtre, vous entrez en écriture. Je ne sais pas si le terme vous convient. En Oui, tout oui, c'est cas, bien. vous quittez quelque chose qui est de l'ordre du groupe, de la communauté, pour un travail en Absolument. solitaire. Oui, vous avez tout à fait raison, mais oui, c'est de l'histoire ancienne, bien entendu, mais j'avais 33-35 ans et quand je suis venu à Paris, je voulais devenir écrivain, ça c'était le but réel. Mais enfin, ce n'est pas si facile que ça de devenir écrivain. Il ne suffit pas d'écrire un livre, encore faut-il y arriver. Il ne suffit pas d'être publié, encore faut-il y arriver. Il faut aussi exister, il faut aussi vivre. Et donc j'ai d'abord fait de ce qui était mon loisir, c'est-à-dire la photographie sur laquelle j'avais déjà écrit 2-3 livres, sur des essais sur Lewis Carroll, sur Diane Arbus. Et donc voilà, je raconte un petit peu mon itinéraire rapidement, où je suis entré comme critique photographique dans un hebdomadaire communiste, Révolution, auquel je dois beaucoup. Et puis comme critique littéraire au Matin de Paris, en même temps, j'ai beaucoup aimé faire ça pendant 1 an ou 2. Et puis très vite, j'ai été engagé au Monde, en succession d'Hervé Guibert. Alors là, évidemment, j'ai dû prendre très très au sérieux cette activité. Et pour vous dire une chose, quand vous écrivez au Monde, à côté de très grandes signatures comme Michel Cournot, Colette Godard, Jacques Longchamp et tellement d'autres, je les ai tous connus évidemment, même si moi je n'étais pas salarié, j'ai jamais été journaliste, j'étais seulement critique. Mais ça m'a aidé à trouver une écriture extrêmement ramassée, parce que un journal comme Le Monde, les colonnes sont réduites. Donc vous ne pouvez pas utiliser trop de mots. Et ça m'a vraiment appris au fond, à construire mon langage, à construire ma pensée. Et à partir de ce moment-là, je me suis vraiment jeté dans la photographie sans être photographe moi-même du tout. Je ne veux pas dire à corps perdu, mais 24 heures sur 24. Donc j'ai fréquenté énormément les galeries, puis j'ai énormément été dans les villes en France, et puis j'ai énormément voyagé à ce moment-là. J'ai été beaucoup dans tous les mois de la photo qui se créent un petit peu partout, au Québec, à Montréal, à Barcelone, au Portugal, et puis j'ai fait des expositions dans le monde entier, à Tokyo, à New York, à Mexico. Et donc au fond, puis j'ai fait des films aussi, puis j'ai rencontré tous les photographes, de Robert Doisneau à Helmut Newton. Et donc pendant 4-5 ans, même peut-être plus, 10-12 ans, la photographie a constitué un moyen de me reconstituer une personnalité, une identité, parce que quand j'ai quitté mon pays d'origine, je n'en avais plus. Mais mon but étant de devenir écrivain, il a fallu du temps avant que mon premier texte ne soit publié par Denis Roche, qui lui-même était photographe d'ailleurs. Et donc j'ai publié mon premier roman aux éditions du Seuil, où je voulais publier dans la collection Fiction et compagnie en 90. Et c'est là que toute l'aventure a commencé, tout en continuant en parallèle ma vie de critique photographique. Donc j'ai toujours, dans mon existence, cumulé 2-3 identités, si vous voulez, pour toujours échapper de l'une à l'autre et toujours être libre et toujours être curieux, toujours rencontrer des gens et toujours avancer. Voilà. Ça, c'était vraiment un des grands moteurs de ma vie, c'est l'admiration et la curiosité. Ce livre, ce n'est pas un guide touristique, mais c'est quand même une balade culturelle dans Paris. C'est-à-dire que vous nous emmenez, vous nous prenez par la main et on y va.
le café de Flore, et vous nous dites au passage évidemment que vous n'avez pas rencontré Sartre. Vous arrivez en 83, si je ne m'abuse, il est mort en Oui, 80. mais je l'ai quand même, je l'ai aperçu quand même un Oui, jour. Oui, oui, c'était bien avant. Je l'ai vu sortant de chez Lip et pousser, il était déjà très impotent, aveugle. Et je l'ai vu pousser dans un taxi comme une saucisse dans un pot de moutarde. mais vous nous racontez, quoi. Vous nous racontez ce qu'est Paris, ce qu'il faut voir finalement. On prendrait votre livre et on voudrait sortir un peu des sentiers battus à Paris. Ben, ce serait une bonne manière de le faire. Oui, alors c'est vrai, évidemment, mon livre n'est pas un guide touristique, mais j'ai toujours aimé dans mes livres donner beaucoup de chiffres, donner beaucoup de dates, étayer la fiction, la fantaisie par la réalité des faits. Quand vous allez chez quelqu'un à tel numéro, ben c'est à tel numéro. Quand vous faites tel numéro de téléphone, c'est ce numéro-là que vous devez faire. Il ne faut pas vous tromper. Donc en fait, c'est vrai que j'ai un peu balisé comme ça mon souvenir de Paris, parce que j'ai quand même écrit ce livre 35 ans après mon arrivée. Je ne l'ai pas écrit au moment où j'arrivais. Paris est balisé par des noms d'écrivains, par des peintres qui ont habité à tel endroit. Alors, c'est vrai que quand vous arrivez à Paris, même si j'y étais déjà énormément venu avant, j'avais beaucoup d'amis, j'y ai fait des films, j'y allais énormément au théâtre, j'ai vu un très très grand nombre de spectacles. Je me sentais quand même chez moi, si vous voulez. J'étais en pays de connaissance, dans une ville que j'aime énormément, qui a énormément changé d'ailleurs depuis. Et effectivement, je voulais que ce soit un peu comme une escapade, aussi une promenade dans Paris et dans la France, hein, mais aussi Paris parce que c'est le mythe de Paris. J'ai vécu 4 ans et demi réellement à Paris dans le 18e arrondissement avant de venir à Saint-Maur et effectivement Paris a changé depuis ce temps-là et quand vous vivez à Saint-Maur d'où sont sortis tous mes livres et que vous êtes à 6 kilomètres de Paris, ce n'est plus comme à Paris. Quand vous venez de Saint-Maur au bord de la Marne à Paris, vous êtes un peu en villégiature et j'ai toujours considéré Paris au fond comme une ville comment je dirais, oui, de balade, de promenade. Je me suis toujours promené à Paris sur des itinéraires très précis, sans jamais me perdre. Avec les mois de la photo, évidemment que j'avais énormément couvert. Je connaissais Paris comme ma poche parce que j'avais été dans des tas d'endroits, dans des tas de galeries, des tas d'endroits où je n'aurais jamais été sinon. Et évidemment, j'avais fréquenté beaucoup de photographes. Donc j'avais été chez eux, par exemple chez Henri Cartier-Bresson, rue de Rivoli, ou dans des hôtels précis où pour interviewer Helmut Newton et autres. Donc j'ai toujours eu au fond un rapport avec Paris de très grande proximité, de grande intimité et en même temps d'étrangeté. Je me suis toujours senti un petit peu quand même un étranger. Je me sentais chez moi, mais pas tout à fait chez moi. N'étant pas un Parisien de pure souche, je n'ai jamais essayé de prendre, par exemple, l'accent parisien, mais je parlais français, et donc effectivement, il y a tous les grands repères, surtout à Saint-Germain ou à Montparnasse, qui sont les deux quartiers de prédilection, avec aussi le Marais. Ben, vous avez des repères, bien entendu, toutes les librairies. Vous avez le Flore, vous avez les Deux Magots qui sont des lieux emblématiques de Paris où tellement d'écrivains sont passés et où j'ai vu souvent beaucoup d'écrivains. Je savais qu'ils avaient été là, mais je les ai aussi vus, par exemple, j'ai vu Roland Barthes un jour au Flore. Et alors voilà, ça ce sont des grandes émotions, c'est-à-dire que la ville, elle est faite aussi de toutes ces figures littéraires qui ont marqué. Alors quand vous arrivez, vous, avec votre petit bagage à Paris, ben, vous savez bien que vous êtes dans une capitale littéraire, vous voyez. Et c'est très important de rendre à Paris la beauté et la majesté, le pouvoir mythologique, mythique qu'a cette ville, même si évidemment elle l'a beaucoup perdu maintenant. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au moment où vous êtes passé bien sûr, le journaliste, il écrit, mais écrire, l'écrivain, c'est autre chose encore, Oui, c'est une oui, autre absolument. écriture. Ah oui, tout à fait. C'était un rêve, c'était quelque chose que vous deviez apprivoiser. Qu'est-ce que vous êtes dit? D'abord, vous vous êtes dit, mais je, je pourrais écrire. C'était votre objectif, mais encore faut-il savoir en soi qu'on est capable d'écrire. Oui, bah, vous avez tout à fait raison. J'ai toujours lu énormément. Euh, Dès l'âge de 10-12 ans, j'ai avalé des livres dans une quantité absolument astronomique. La lecture a toujours été pour moi un lieu de consolation immense. Même quand je faisais mes études de théâtre, où évidemment je faisais du théâtre, je lisais énormément de pièces, mais je lisais en même temps tout nouveau roman. J'ai découvert James Joyce à l'âge de 18 ans. J'ai toujours lu beaucoup, beaucoup.
Et pour moi, lire, c'est écrire, mais il y a quand même un écart immense entre les écrivains que vous admirez, que ce soit Thomas Bernhardt, Calvino, enfin, Georges Perec, etc. Et puis quand vous devez vous-même vous mettre à l'œuvre, c'est-à-dire vous dire, allez maintenant mon vieux, tu vas y aller, tu vas écrire ton livre. Et en fait, je peux vous dire que pendant des années, les premières années où j'étais encore en Belgique d'ailleurs, je ne savais pas m'y prendre. J'ai écrit des centaines de pages, des milliers de pages qui ne valaient rien, qui ne valaient strictement rien dire, qui ne voulaient rien dire. Je n'arrivais pas à dire ce que je voulais dire, je n'arrivais pas à construire une phrase, j'étais débordé par les mots. J'étais débordé par ma pensée, je ne savais pas structurer une narration, je ne savais pas bâtir un récit, je ne savais rien faire. Alors je me suis dit, tiens, au fond, les articles m'y ont aidé parce qu'il faut une rétention langagière sur un espace restreint. Et puis les essais m'ont permis de construire au fond un point de vue et d'organiser un texte, d'organiser un livre, c'est aussi de l'ébénisterie, mais c'est aussi une machine, vous comprenez. Mhm. Alors voilà, quand vous êtes dans une fiction, ben, la fiction, elle sort de vous. Il n'y a pas de modèle. Il faut que ça vienne de vous. Eh bien, les débuts ont été extraordinairement durs, puisque mon premier texte que j'ai remis à Denis Roche a été refusé au illico, et je me suis dit, ça y est, je le raconte dans le livre d'ailleurs, Oui. je me suis effondré sur un banc à la sortie du métro de Saint-Germain en me disant, ben mon vieux, ça y est, tu ne seras jamais un écrivain, jamais, jamais, jamais. Mon rêve de venir à Paris pour être écrivain s'effondrait d'une pièce. Et j'étais pas tout jeune parce que j'avais quand même presque 40 ans. Et 40 ans, ben, je donne un tas de noms d'écrivains dont l'œuvre a 40 ans n'est peut-être pas achevée, mais largement accomplie. Et moi, je commençais à 40 ans. Alors, il fallait tout apprendre comme un débutant. Je n'étais pas un débutant de 20 ans. Eh bien, ça s'apprend. Et donc, je raconte comment mon premier manuscrit ayant été refusé à juste titre par Denis Roche, un jour quand même, j'ai réussi à écrire mon premier roman, très court d'ailleurs, Beauregard. Et puis, à ce moment-là, les choses se sont mises en route. Et puis, je raconte ensuite comment mon second roman, L'horloge universelle, s'est complètement autodétruit un matin par le traitement de texte qu'on avait à l'époque. J'avais une disquette sur laquelle j'avais certainement forcé et qui s'est écrabouillée, complètement effacée sous mes yeux le matin même du jour où je devais la remettre. Et j'ai vu, par exemple, mon texte complètement détruit, c'est-à-dire des bouts de phrases dans les marges, des cinq lignes sur une seule, imprimé recto verso. Mon texte était devenu de la bouillie langagière, ne voulait plus rien dire. Et je raconte comment j'avais invité des amis à venir déjeuner le samedi. Et ils m'ont vu dans un état catastrophique. J'étais prêt à aller me jeter dans la Marne, à me suicider, à disparaître à jamais de la terre, quoi, je dirais, tellement j'étais effondré. Et alors, ils ont eu cette gentillesse extraordinaire, ils m'ont dit, on va tout retaper. Et Isabelle a effectivement tout retapé en 2 jours. Et moi, je corrigeais par fax. Il y avait des fax à l'époque, c'est dans les années 80, 87, 88. Et puis, je suis venu le dimanche, et à ce moment-là, a éclaté un orage extraordinaire. Mais vraiment, comme Paris n'en a jamais connu. Et mon texte qui était terminé était bloqué dans les imprimantes qu'ils avaient rue de la Boétie. Et l'orage était tel, un déluge tel qui était celui de mon roman, puisque mon roman raconte l'histoire d'un chanteur d'opéra qui fait un couac lors d'un orage, lors d'un lead qu'il fait en plein air à Donaueschingen en Allemagne. Et au fond, je me retrouvais dans les situations de mon livre. Alors, l'orage a éclaté toute la nuit, j'étais dormir chez mon ami Joël. Le lendemain, je suis revenu, il n'y avait pas d'ascenseur, tout était bloqué, il n'y avait pas de lumière nulle part, les métros étaient fermés, tout Paris avait été inondé, même l'Élysée qui n'était pas loin, j'ai été noyé sous les flots, et je me suis dit, mais c'est hallucinant, je n'arriverai jamais à écrire un livre. Alors, même celui-là a été accepté, et les machines ne voulaient pas me rendre mon texte. Et j'ai toujours eu ce problème, comme une sorte de trauma, la machine ne veut jamais recracher de son ventre le texte qu'elle me doit. Enfin, finalement, on y est arrivé, à 11h du matin, tout s'est remis en place, j'ai pris ma voiture, j'ai foncé rue Jacob, et Denis Roche m'a accueilli avec un humour énorme, et il m'a dit, pourquoi tu me racontes tout ça, tout ce que je viens de vous dire, pourquoi tu me racontes tout ça, tu me remets simplement ce que tout auteur remet à son éditeur,
une disquette en état de fonctionnement et un texte propre. Voilà. Et je raconte ça parce que ces aventures, je ne les ai jamais oubliées. Elles témoignent au fond de la difficulté, pas seulement d'écrire, et pas seulement que le texte soit publié, mais que le texte existe par lui-même. Je pense qu'au fond, l'écrivain n'est que le scripteur du texte, et avec le temps, maintenant que j'ai écrit beaucoup de livres, une quarantaine, je me dis que le texte n'appartient pas du tout à l'auteur. Le texte appartient à lui-même. Et le rôle de l'auteur, c'est de faire sortir le texte qui est à l'intérieur du texte, c'est-à-dire le livre qui est dans le livre et qui n'est pas seulement ou pas nécessairement celui qui veut écrire. Et ça prend énormément de temps à le comprendre. Ça vient par l'expérience. Voilà. Mais quelle aventure. Et au fond, chaque livre est une aventure. Il y a autre chose qui me frappe quand je vous lis, c'est, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous intégrez automatiquement quand vous lisez, mais il y a énormément de citations. Lire, c'est écrire, et donc au fond, vous savez, je trouve que un écrivain n'a pas d'ego, contrairement à ce qu'on peut croire. Je parle beaucoup de moi dans ce livre qui s'appelle Ma vie d'écrivain, mais de qui pourrais-je parler d'autre que de moi, puisque je suis l'écrivain que je suis devenu. Donc je parle de mes rituels, je parle de ma manière de travailler, de mes modes de fonctionnement, mais ma vie n'est pas importante. Ma vie n'est, je pense, même pas du tout intéressante. Je raconte effectivement le plaisir très grand que j'ai eu le matin très tôt, quand il fait noir, à dévaler dans la maison, à m'installer à mon bureau, à allumer la lumière offerte par ma fille Aurore, qui est d'ailleurs la seule qui peut entrer dans mon bureau, et à gratouiller mes pages, qui sont souvent illisibles, c'est une sorte de véritable gribouillis parce que j'écris très très vite, et le plaisir qu'il y a à écrire, c'est-à-dire au fond le plaisir qu'il y a à former des mots sur une page simplement. J'écris toujours avec des rituels précis, des papiers quadrillés très simples, avec un bic le moins cher possible. Mon écriture ne vaut pas plus. Essayer de former des lettres lisibles sur les pages et à faire des phrases qu'au fond j'ai envie de formuler, qui peu à peu font des paragraphes, et puis s'embarquent dans la grande histoire que je veux raconter et qui souvent me dépasse au fil du temps. Il y a quand même plusieurs fois des livres que j'ai mis 3 ans à écrire. Alors, cet affrontement à la matière est très important. C'est un véritable voyage en soi-même. Mais en même temps, comme je vous disais que ma vie n'est pas importante du tout, je pense que la vie des autres écrivains est beaucoup plus importante que la mienne. Et donc quand on écrit, on écrit toujours aussi avec ce qu'on a lu des autres. C'est pour ça que les autres interviennent dans mon livre. C'est Gertrude Stein qui a écrit Autobiographie de tout le monde. Moi, je trouve ça formidable. Dans une époque où l'autofiction fait croire, comme les selfies, que tout le monde est si important, le petit prince du monde, je pense que c'est faux. Et on est là uniquement pour faire que le texte existe. C'est Flaubert qui disait « Le grand art est mathématique et impersonnel ». Je pense ça fortement. Je pense que le texte, c'est une partition. Je pense que ce qui compte, c'est la musicalité du texte, c'est le ton, c'est la tonalité. Beaucoup plus que le sujet, c'est la forme qui compte. C'est ça l'aventure du texte. C'est ça l'aventure d'un livre. Mais vous savez, il y a une chose qui est très importante, c'est que moi, je voulais raconter dans ce livre, d'une part, comment j'ai écrit mes livres et comment je suis devenu écrivain peu à peu, sans d'ailleurs y trouver aucune valeur exemplative. Et surtout, je voulais dire une chose que peut-être on ne dit pas souvent quand on parle d'écriture ou parle d'être écrivain, c'est que moi j'ai toujours revendiqué pour l'écrivain d'avoir une vie normale, d'être habillé comme tout le monde, d'avoir une voiture comme tout le monde, même parfois une belle voiture quand j'avais un peu de sous, mais de ne pas être une sorte de type illuminé avec des bagues aux doigts ou aujourd'hui des tatouages ou des longs cheveux qui se promènerait dans les rues comme un prince, tout le monde se retournant vers lui. Pas du tout. Moi, je considère qu'un écrivain, c'est un type complètement normal qui fait du jogging, qui part en vacances comme tout le monde, qui prend l'avion d'ailleurs comme tout le monde, mais qui est de discipline de travail comme un dentiste. C'est un métier, c'est une véritable profession. Et j'ai toujours trouvé aussi que le fait d'être écrivain, même si c'est une forme d'ascèse, au fond, une forme de discipline, j'écris tous les jours, même pendant les vacances, tout le temps. Il faut tout le temps écrire, c'est comme un pianiste qui fait ses gammes, vous ne pouvez pas arrêter d'écrire, ça fait partie de vous. C'est Michel Legrand qui disait, à force de jouer du piano, je ne joue plus, mes doigts jouent tout seuls. C'est exactement ça l'écriture. D'ailleurs, on travaille avec ses doigts, on travaille avec son corps. J'ai été opéré 4 fois des mains.
la maladie du Dupuytren, qui est la maladie des gens du Nord, comme Beckett d'ailleurs. On est tout le temps assis au même endroit. Je raconte beaucoup mes aventures de mon corps. J'ai été opéré du dos. Et le corps est très présent pour l'écrivain. Et puis, je voulais surtout dire qu'au fond, on peut mener une vie de famille. J'ai 2 enfants. Ils ont grandi dans la maison de Saint-Maur où j'ai écrit tous mes livres. Et j'ai toujours voulu que ma vie de famille participe de ma vie d'écrivain, sans que je raconte leur vie à eux, mais que la vie normale soit intégrée à ma vie d'écrivain. Et alors, il y a eu cette chose qui était la véritable raison pour laquelle j'écris ce livre, c'est-à-dire que même si vous vivez en autarcie, ce qui est mon cas à Saint-Maur, puisque j'ai vécu 30 ans sans fréquenter personne. Personne de Saint-Maur quasiment n'est jamais venu chez moi. J'ai essayé au début, puis ça marchait pas du tout. J'avais rien à voir avec ces gens. C'était un autre monde, on n'avait rien à se dire, on voyait pas les mêmes films, on lisait pas les mêmes pièces. On n'avait vraiment rien de commun. Donc je faisais venir des amis de Paris, mais donc je vivais au fond en exil, une sorte d'exil intérieur. Et alors, je pense qu'on peut être heureux quand on écrit. Pour moi, écrire n'est pas une souffrance, c'est une notion de désir et une grande notion de plaisir. Voilà. Et en même temps que je construisais mon bonheur avec mes enfants, avec ma femme, dans cette maison, je raconte comment dans la proximité immédiate, les malheurs de mes voisins. Par exemple, la femme qui habitait une petite maison au fond de mon jardin, elle avait été maquilleuse de cinéma, elle avait maquillé Michel Morgan et Jean Gabin, je ne l'ai jamais vue. Et la maison juste en face, il y avait un couple qui s'engueulait. Le type buvait comme un trou et la femme était devenue complètement hystérique. Elle jetait tout par la fenêtre. Elle jetait mais entièrement par la fenêtre. Et elle criait, elle beuglait, elle cuinait la nuit de manière hallucinante. Donc parfois j'allais dialoguer avec elle en short et en t-shirt, qui est ma tenue préférée, pour essayer de se calmer, essayer de lui dire de boire moins. Mais voilà, c'était hystérique. Mon autre voisin, il a fait un jour s'effondrer le mur de 60 mètres du jardin. D'un seul coup, je me suis retrouvé comme si on me voyait à 400 mètres au bout de la rue. Tout le mur du voisin, donc du jardin, s'était effondré à 5 mètres de moi. C'est-à-dire que je me retrouvais au bord d'un immense trou. Et tout comme ma voisine d'en face jetait tout par la fenêtre, un jour, c'est carrément mon voisin de droite qui s'est jeté par la fenêtre et qui s'est suicidé. J'ai entendu, je le raconte dans le livre, j'ai entendu des cris hallucinants, poussés par le chien et par la servante. J'ai foncé à toute vitesse. Je me suis retrouvé face à un homme en pyjama, couché sur le béton, en train de râler, donc d'agoniser. Je ne le connaissais pas du tout, c'était mon voisin. Et il est mort dans mes bras. Et en fait, j'ai appelé le SAMU et les pompiers ont mis 3 heures pour le sortir de là. Il est mort l'après-midi à 3h30. Les reins et la rate éclatée. Alors vous vous dites, mais c'est quand même extraordinaire. Vous créez là votre petit cocon, votre écrin pour écrire bien dans votre bureau, vos textes à vous sur vos petits carrés avec votre bic, et puis le malheur rôde, mais de la manière la plus proche qui soit. Et ça m'a beaucoup troublé. Je me suis dit, il ne faut pas aller loin pour voir le malheur. Est-ce que le bonheur est la condition du malheur des autres? Est-ce que le malheur des uns, il faut s'en protéger pour écrire? Ça fait partie, à mon avis, du livre et de ma vie profondément. Juste encore un mot, si on revient un petit peu en arrière dans l'histoire, donc à vos débuts à Paris, où vous découvrez ces endroits où les écrivains se sont installés pour écrire. C'est une époque, ça, je pense, où Oui, les bien écrivains sûr. s'installent. Ça appartient à ces années-là. À la légende. Néanmoins, est-ce qu'il y a des rencontres qui ont fait progresser, avancer, qui ont nourri cette écriture? Moi, je fréquente très peu les écrivains. J'en ai connu évidemment un certain nombre. Je raconte un certain nombre d'écrivains célèbres comme Romain Gary, par exemple, que j'ai vu un jour un feu rouge, place Saint-Michel, avant de traverser. Je n'aurais jamais osé lui parler. J'ai fait une émission avec Claude Simon quand il avait déjà eu le prix Nobel. Je l'ai ramené à une émission en France Culture. Je l'ai ramené chez lui, place Monge. Il a tenu mon volant. J'étais très ému de rencontrer Claude Simon, qui est un écrivain que j'admirais énormément, dont j'avais lu tous les livres. Mais ça s'est arrêté là. C'est-à-dire que, si vous voulez, je n'essaye pas de fréquenter le milieu littéraire. Je vis en autarcie indépendamment de ça. Mais par contre, lorsque j'ai écrit La servante de Dürer pour Anna Sigula, je raconte longuement la manière dont elle l'a joué pour France Culture. Anna Sigula, qui était quand même l'égérie du cinéma allemand des années 70,
de Fassbinder et tout ça. Ça, c'était quand même formidable quand on est allé répéter la pièce chez elle et qu'elle a lu le texte de manière absolument extraordinaire avec cette voix qui faisait entendre le silence de chaque virgule avec cet accent germanique qui déplaçait le centre des mots pour faire entendre une musicalité. C'était absolument bouleversant. Donc, Anna Schygoula, qui n'habite plus Paris maintenant, mais qui habitait le Marais à ce moment-là, où je répétais chez elle dans son appartement, pour moi, ça, c'est une rencontre intime extraordinaire. Ou plus tard, ou plus tôt, quand j'étais à Rome un jour, j'étais Piazza Navona et je vois Fassbinder, comme je raconte dans les... Et voir Fassbinder, qui présentait son dernier film à la presse, et de le voir là, à 2 mètres de moi, avec cette veste blanche qu'il avait beaucoup trop grande, ce jean dégueulasse qu'il avait, ses boots, cette tête hallucinante, complètement blanche comme une hostie, avec cette vilaine barbe et ses cheveux gras qu'il avait, ses petites lunettes de soleil, mais quel génie extraordinaire, le nombre de films, le nombre de pièces, et quelle figure extraordinaire du cinéma allemand. Il est mort quelques mois après. Ou quand j'ai écrit Vezin, qui était joué au Théâtre National d'ailleurs de Belgique, mis en scène par Philippe Van Kessel, et que je veux le proposer à Michel Piccoli, et je le raconte qu'un jour je me trouve rue du Faubourg Saint-Antoine un 31 juillet, s'arrête à ma hauteur dans une petite MG comme ça en bois, Michel Piccoli. Il passe devant moi, mais à 1 mètre devant moi, il ne me voit pas bien entendu, il rentre dans une pharmacie. Et moi, je suis sidéré, parce que c'est quand même pour moi le plus grand acteur français avec Gérard Depardieu. Et puis il ressort, et il remonte dans sa petite voiture, qui était comme un jouet, et il s'arrête au feu rouge. Je me dis, Patrick, Michel Piccoli t'attend. Je ne fais ni une ni deux, j'avais en fait le texte de la pièce dans ma poche, parce que j'avais rendez-vous place de la Bastille, et je fonce vers la voiture de Michel Piccoli, rue du Faubourg Saint-Antoine, qui était totalement déserte, les magasins fermaient leurs volets. Et je lui dis, Michel Piccoli, vous êtes bien Michel Piccoli? Il me regarde sans dire un mot. Et je lui dis, écoutez, je serais tellement heureux si vous vouliez bien jeter un œil sur mon texte. Je l'ai écrit pour vous. Je me permets de vous l'offrir, vous le donner. Je le lui ai donné. Il l'a posé à côté de lui. Il a démarré sans me dire un mot. Je lui ai écrit une lettre le lendemain. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Michel Piccoli, qui était en train de tourner son premier film, son premier long-métrage. Et voilà, ce sont des vraies rencontres. Bon, maintenant, Michel Piccoli a disparu. J'ai rencontré pareillement, de manière tout à fait hasardeuse, Claude Brasseur. Je ne l'ai pas mis dans le livre parce que je trouve que ça vient... Pour moi, les vraies rencontres, ce sont celles-là. Celles qui sont fortuites, celles qui sont anecdotiques, qui sont des cadeaux du ciel. C'est inoubliable. Voilà. Je ne vais pas à la rencontre des gens. Ce sont les gens qui soudain passent, et dans une ville comme Paris, vous rencontrez des figures comme ça. Et pour moi, en ce sens, le mythe de Paris reste toujours intact. Vous pouvez voir facilement Pierre Arditi, par exemple, je sais où il habite, vous le voyez, ben voilà. Un jour, je me suis retrouvé à côté de Mastroianni, au carrefour de l'Odéon. Il habitait rue de Seine. Je pense qu'il venait de la place Saint-Sulpice, peut-être qu'il avait été voir Catherine Deneuve qui habite là. Et je me trouve à côté de Mastroianni. Mastroianni, enfin, figure mythique du cinéma italien, Fellini, toutes les images qu'on peut imaginer de lui, et il avait l'air de rien. Il était habillé presque comme un clodo. Il se tenait mal, il était voûté. Peut-être qu'il était déjà malade et qu'il savait que ça n'allait pas durer longtemps. Et de voir Mastroianni, un des plus grands comédiens européens, qui a joué dans tant de films, qui est un acteur mythique, qui a fait une œuvre d'acteur, et il faisait tout pour disparaître, pour n'être pas là, pour que personne ne le reconnaisse, et personne ne le reconnaissait. Il a traversé le passage piéton, et puis il s'est engouffré dans la rue de Seine et il a disparu. Mais pour moi, quel honneur d'être à côté de Mastroianni. J'ai vu Belmondo aussi, par exemple. Belmondo, je dis Belmondo, voilà, parce que je l'ai vu plusieurs fois, hélas, depuis l'accident qu'il a eu, et ce qu'il est devenu n'est plus du tout ce qu'il était avant. Mais je l'ai vu aussi au moment de m'engouffrer dans la rue des Saints-Pères. Un jour, avec ma voiture, je ralentis, et il est là, avec son petit chien dans le bras, son petit Yorkshire. Je lève la tête vers lui, Jean-Paul Belmondo. Donc, vous pensez à bout de souffle, Pierrot le Fou, tout ce que vous pouvez imaginer, et il voit que je le regarde. Il voit que je le regarde, il a l'habitude, ça doit l'ennuyer, pas du tout. Il se penche vers moi, il me fait un sourire délicieux, il me fait un petit coucou de la main, et puis voilà. Vous vous rendez compte, c'est ça Alors, je ne dis pas que ça nourrit une vie d'écrivain, mais ça nourrit une vie de création. Et pour moi, la création, c'est ce qui compte dans la vie. L'écriture, le cinéma, la peinture, la chanson, c'est la même chose.